Bonjour à tous et bienvenue dans La Légende. Clic dans la légende retrace l'histoire de la pop culture et de vos émotions. Aujourd'hui, émission spéciale avec l'un des plus grands mangas et animés qui existent, mais aussi un des plus chelous, Jojo Bizarre Adventure. Et pour parler de cette œuvre légendaire qui est Jojo Bizarre Adventure, j'ai avec moi un plateau de choix composé de Fausto, qui est journaliste notamment pour le magazine Atome, mais aussi pour Mad Movies, entre autres. C'est ça. Bienvenue, bienvenue. Merci de m'accueillir. Avec grand plaisir, j'ai avec moi également Frédérico, qui est journaliste mais aussi auteur de ce fabuleux livre, justement, dans la thématique d'aujourd'hui, chez Sœur d'édition. Ah oui, préface de Takashi Miike. C'est ça, Takashi Miike. Voilà. Est-ce que j'ai besoin d'en rajouter? Et évidemment, on ne pouvait pas parler de Jojo sans inviter Pascal. Pascal, bienvenue. Tu es éditeur chez Tonkam, qui édite évidemment Jojo Bizarre Adventure, entre autres, j'ai envie de dire. On va en parler tout à l'heure puisque l'histoire du manga en France, c'est assez particulier. Mais avant toute chose, on va recontextualiser ce qu'est Jojo. Alors, je vous dis en 2 mots pour moi ce qu'est Jojo. Et après, je vais donner la parole à nos invités. Jojo, pour moi, c'est, s'il faut pitcher, c'est impossible. C'est l'histoire d'une dynastie à travers des aventures différentes. Voilà. J'ai fait au plus simple, au plus court. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se risquer à définir ce que c'est Jojo? Alors, c'est ça. Il est chaud, là. Oui. Ah, oui. Il a pris son souffle. Vas-y. En fait, c'est avant tout une histoire de famille avec des héros ayant tous déjà un prénom commençant par Jo quelque chose. Joseph, Josuke. Jonathan, Josuke, etc. On va dire que la première ligne temporelle commence à l'époque victorienne. Et donc, en Angleterre. Et après, c'est la descendance, en fait. Donc, il y a d'abord... Tu vois, c'est difficile. Difficile. Je reprends. Donc, le premier Jojo découvre en fait cet univers. On découvre cet univers avec lui. Ensuite, il y a son petit-fils qui fera la deuxième aventure. Donc, on va suivre avec lui. Ensuite, et au fur et à mesure, on a chaque génération. Voilà. Une dynastie, encore une fois, à travers les âges, à travers des époques, mais aussi des localisations différentes. Exactement. Il y a beaucoup de voyages, sauf dans la série Unbreakable, où là, ça se passe uniquement dans une ville. Ensuite, il y a une coupure, un switch qui se produit, assez particulier, qui fait qu'avec Steel Ball Run, on part dans quelque chose de différent. Voilà. On va détailler un petit peu après. Pour toi aussi, c'est... Alors, on peut le présenter autrement. C'est un manga déjà qui a été publié à partir de décembre 86 au Japon, dans le Shonen Jump. Et c'est à la fois l'un des mangas... Qui est encore en cours. Encore en cours, dans l'Ultra Jump, côté Seinen. Mais il y a un paradoxe intéressant avec Jojo, c'est que c'est l'un des mangas les plus longs, les plus vendus, si on prend le nombre de tomes complets, vu que c'est 100 millions d'exemplaires écoulés au Japon. Enfin, sortis au Japon, en tout cas. Et malgré ça, c'est aussi l'un des mangas les plus étranges, les plus bizarres. Donc il y a un paradoxe qui est vraiment intéressant là-dessus. On va pouvoir se demander en gros comment ça se fait qu'un truc aussi chelou soit aussi populaire, quoi. Parce que le fait qu'il y ait bizarre dans le nom, le titre du manga, c'est pas un hasard du tout. Alors, c'est un indice déterminant. C'est un indice déterminant. Et l'auteur se renouvelle tout le temps aussi. Oui, alors on va en parler. C'était vraiment pour contextualiser. Et même en contextualisation, c'est très compliqué. Parce que, Jojo, c'est une œuvre à part entière, c'est une œuvre unique. Et tu l'as bien dit, c'est une œuvre aussi chelou, hein, on va le reconnaître. Alors, j'aimerais qu'on revienne aussi sur l'auteur, qui est Araki, donc, qui est une légende du manga maintenant, qui est rentré dans la légende, c'est le cas de le dire, avec Jojo Bizarre Adventure. Mais j'aimerais qu'on se penche d'abord sur l'avant de Jojo, pour un petit peu comprendre comment on en arrive là. Tu l'as dit, hein, Jojo, c'est 86, c'est ça? C'est 86, ouais. 86, mais c'est quelqu'un qui a publié d'autres mangas auparavant. D'ailleurs, tu nous en as ramené quelques-uns que je vais montrer. En direct du Japon. En direct du Japon. Est-ce que ça a été publié en France? Il ne me semble pas. Hein, Alors, Bao est connu en France par rapport à l'animé qui était sorti chez Kazé à l'époque. Qui est ici. Au milieu. Voilà. Il a été publié aux États-Unis, je crois, il me semble que c'est chez Viz, à l'époque, à la grande époque, Akira, etc. Mais en France, non, pas trop.
Alors, c'est aussi parce que l'auteur est un peu particulier. voilà. Est-ce qu'on peut parler de ses premières œuvres qui se tente? Ses vraies premières œuvres, c'est les œuvres pas publiées. C'est les œuvres qu'il a dessinées durant l'adolescence, entre deux périodes scolaires. Parce qu'aux alentours de 15 ans, il commence à se dire que c'est ce qu'il aimerait faire comme métier. Mais le problème, c'est que lui, il habite à Sendai, dans l'est du Japon. Les bureaux des éditeurs sont à Tokyo. Notamment la Shueisha. La Shueisha, mais c'est pas la Shueisha qui visait à la base, il faut le savoir. Ah oui, moi je croyais qu'il avait envoyé ses premières tentatives directement à la Shueisha. Alors, en fait, il a tiré dans tous les sens. Comme font souvent les mangaka, par ailleurs, pour être sûr de pouvoir atterrir quelque part en Ouais, définitive. c'est normal. Hein. Mais petite parenthèse, la vraie maison qui visait à la base, c'est Shonen Magazine, parce qu'il était fan de Ikki Kajiwara, le scénariste de Ashita no Joe, Kyoji no Hoshi, etc. Mais il se trouve que voilà, il envoie son travail et il reçoit jamais de retour parce qu'il habite loin et c'est pas l'époque d'Internet, c'est l'époque du pigeon voyageur encore. Il n'y a pas de Shinkansen entre. Alors Shinkansen, c'est le TGV, on va dire, qui relie. Ouais, il n'y a pas encore le TGV. Tokyo et Donc il n'y a que les trains, je sais pas comment on dirait, intercités ou un truc comme ça. Les corails du Japon, quoi. C'est ça, ouais. Et du coup, il envoie ses trucs. Et parfois, il y a son nom qui apparaît dans les résultats des concours et tout ça, peut-être 2e, 3e. Mais il a pas on lui dit pas ce qui va pas, ce qui pourrait changer, quoi. Donc, un jour, il se dit bon, bah, j'en ai marre, je vais me pointer directement à Tokyo. Et il se pointe avec son manuscrit. À la base, il visait Shogakukan Shonen Sunday, pas Shonen Jump. Ouais, mais Shonen Jump, la tour était plus petite. Donc, intimidé, il va chez Shonen Jump. Et avec un manuscrit de ce qui deviendra son premier manga publié, qui est Busso Poker. Ok, donc Poker à main armée. qu'on a ici, si je dis pas de dans bêtises. les dernières pages Voilà. de ce recueil-là, et qui préfigure déjà pas mal de choses qu'on retrouvera dans le JoJo, puisque c'est une partie de poker à haut risque, entre deux hors-la-loi, voilà. Après, c'est une fois qu'il rentre là-dedans, parce qu'il va gagner le second prix du prix Tezuka, une fois qu'il rentre là-dedans, c'est les années de la galère, parce qu'il a un problème, Araki, pendant plusieurs années jusqu'à JoJo, c'est que le fond et la forme sont problématiques. La forme, c'est qu'il est encore ancré dans l'arrière-garde. C'est un fan de Mitsuteru Yokoyama, l'auteur de Babel 2, et de Sanpei Shirato, l'auteur de Kamuiden. Et sauf que ça, c'est un dessin qui est déjà daté au début des années 80. Oui, ça fait très 70 dans le dessin. Ouais, Otomo est là, il va tout révolutionner. Akira Toriyama est là, Tetsuo Hara est en train d'arriver aussi. Donc, on est dans une façon de dessiner qui est beaucoup plus beaucoup dynamique plus aussi. dynamique, réaliste. La barre a été montée par plusieurs auteurs. Et lui, il est encore dans l'arrière-garde, il n'a jamais été assistant, donc il est dans son coin à recopier les dessins de Kamuiden pour faire ses mangas. Donc ça, c'est le problème de forme. Le problème de fond, c'est que ce que lui veut raconter, c'est pas ce que le Jump veut. Oui, parce qu'on rappelle le Jump, on sait que c'est très connu pour nous, mais le Jump, c'est un magazine de prépublication au Japon, où on prépublie un chapitre de manga, plein de mangas différents. Et c'est du shonen, c'est très codifié. Ça s'adresse pour les 12-18 à peu près. Voilà, pour les adolescents. Une fourchette large. De base. Voilà. Un peu plus bas pour le Jump, je pense. Oh non, c'est toujours à peu près 12 ans. Ouais, mais après, il y a... En dessous, il y a le Colo Colo Comics, qui est le magazine qui écrase tout. Ouais. Vous avez perdu tout le monde. Non, ne vous bagarrez pas. En fait, au Japon, ils ont des magazines selon les âges. Voilà, avec des fourchettes d'âge ou des typologies de personnes parfois. Chose qui a un petit peu changé maintenant. Mais qui change beaucoup avec le temps, parce que c'est toujours des fusions d'un genre qui créent un nouveau genre au Japon. Donc, à chaque fois, il y a toujours une nouvelle chose qui arrive. Donc là, en tout cas, Araki, lui, voulait être publié... le Jump publiait des histoires qui étaient un petit peu pour un public beaucoup plus jeune que ce que lui visait, en fait. C'est pas une question d'âge, en fait, c'est une question de façon de faire. C'est-à-dire que lui, il a envie de raconter du thriller, de l'horreur. C'est un fan d'horreur. Et il aimerait raconter des trucs qui ne sont pas dans la trinité amitié, effort, victoire du Jump, qui sont les 3 mots-clés définis au début, dans le début des années 70 dans le Jump. Ce sont des valeurs communes au shonen. Des valeurs communes. Et lui, par exemple, il va raconter dans Cool Shock BT, qui est là, l'histoire d'un gamin qui est un vrai salopard. En fait, c'est un gamin de 12 ans qui arnaque tout le monde autour de lui et qui, en gros, affronte des ennemis par l'entourloupe, par la ruse, par des paris aussi, des jeux de hasard, truqués, bien sûr, toujours. Et ça, c'est pas tout à fait la valeur clé du Jump, quoi. Donc, comment il arrive au Jump ? Comment il arrive au Jump ? Parce que là, on est d'accord, toutes ces œuvres-là sont publiées, là, les 3 dont on parle. Donc, Bao, Poker et la dernière dont tu viens de parler, tout ça, c'est publié.
Ouais, tout ça, c'est dans le Jump. Hein. Donc la première histoire, c'était donc Busso Poker. C'est-à-dire que c'est l'histoire qui lui a permis de gagner le prix Tezuka à l'époque. Donc Tezuka qui a un prix extrêmement important au Japon pour les mangakas. De nombreux mangaka stars l'ont gagné. Oui, Masakazu Katsura, Tsukasa Hojo, etc. Et le truc, c'est que quand tu gagnes ce prix, tu as une publication garantie dans le Shonen Jump. Donc là, il est rentré par la petite porte, mais il est rentré quand même. Et il a un responsable éditorial qui s'occupte de lui, qui s'appelle Ryosuke Kabashima. Et ce mec-là, c'est un gars un peu particulier parce que Kabashima, il a envie d'exploiter cette jeune pousse qui a un style pas du tout conforme au Jump et d'essayer d'en faire quelque chose, en gros, de modeler cette matière brute. Et puis, au début, ça marche pas. Hein. Au début, c'est les galères, c'est des petites histoires publiées de temps en temps. Voilà, c'est des one-shots. C'est des one-shots. Et comment on en arrive à Jojo, Fausto? Comment on passe de ces one-shots à Jojo, justement? C'est vraiment le fruit du travail avec son Tanto, en fait. Mais il y a quelque chose d'intéressant, juste une petite parenthèse sur le Jump sans trop dévier, mais c'est vrai que finalement, je pense que Araki n'aurait pas pu s'épanouir ailleurs, en vérité, puisque même si aujourd'hui on a une vision très... Enfin, le Jump, c'est un bulldozer, Shueisha, tout ça, etc. Mais en fait, au début, quand le magazine a été lancé, l'idée du titre, c'était justement de faire débuter des auteurs qui n'étaient absolument pas connus. C'était d'accueillir des jeunes pousses, des gens qui étaient prometteurs, pour plusieurs raisons. Déjà pour créer en fait sa propre identité, et aussi parce que les auteurs connus, en fait, aussi dingue que ça puisse paraître, au début du Jump, ne voulaient absolument pas y aller. Les auteurs célèbres ne voulaient pas mettre un pied dans cette revue. Donc c'était un petit peu compliqué. Et Araki, je pense, a su tirer son épingle du jeu, même si au début, il y avait quand même des failles techniques dans son dessin, si je puis dire, à tel point que quelqu'un comme Buichi Terasawa, en fait, l'auteur de Cobra, l'a refusé en tant qu'assistant. Parce qu'il trouvait son dessin trop mauvais. En revanche, il saluait justement tous ses concepts. Et Araki, c'est vraiment un homme de concept. C'est-à-dire que je pense que s'il en est arrivé ensuite à faire Cool Shock BT, par ailleurs, Cool Shock BT, le BT, c'est un clin d'œil à Buichi Terasawa. Tout à fait, ouais. C'était en hommage à Buichi Terasawa qu'il a nommé ainsi son manga. Donc, comme quoi, c'est un juste... Le créateur de Cobra. Hein. Créateur de Cobra, donc c'est drôle, c'est un juste renvoi d'ascenseur alors que l'autre n'a pas voulu le prendre en tant qu'assistant. Donc ils sont restés en bons termes. Ouais, ils sont carrément restés en bons termes. Il saluait carrément son... Ouais, carrément. Il disait, effectivement, ce mec-là, il ne sait pas dessiner, mais en revanche, il a des idées de dingue. Il a dit, il ne sait pas dessiner. C'est ce qui a été dit au prix Tezuka. Le jury lui a dit, le scénario est intéressant, mais c'est dessiné à la manière d'un enfant. En gros. Et on le voit d'ailleurs, on peut trouver facilement les planches par des voix... Mais on peut les trouver aussi officiellement, mais en tout cas, quand on regarde ces premières histoires, effectivement, parfois ça pique un peu les yeux. Et ce qu'on disait, c'était resté en plus dans un style très old school. Complètement. Et alors, quand on fait la comparaison aujourd'hui... On va en parler, il y a une évolution justement à travers l'histoire de Jojo même. Ouais. Il révolutionne plusieurs fois le design, le chara-design, la manière de dessiner, de définir ses personnages. Mais c'est un bosseur énorme. Je pense que c'est aussi ça qui a fait qu'il a réussi vraiment à la force du poignet à imposer ce titre. Qu'est-ce qui est le déclic pour Jojo? Il faut préciser aussi qu'à cette époque, c'était une époque où le Jump se cherchait. Et ils ont eu cette chance d'avoir des éditeurs qui ont été chercher pas mal de nouveaux auteurs pour renouveler, pour se démarquer dans le marché qui existait. Il fallait qu'ils aient une nouvelle génération, des gens un peu atypiques puisqu'ils n'arrivaient pas à en attirer. Et ils ont eu cette chance de partir, que certains éditeurs soient partis un peu partout au Japon pour trouver des jeunes auteurs. Il y avait un des éditeurs qui m'expliquait que sa femme en avait marre parce qu'il logeait des jeunes auteurs chez lui, dans son appartement. C'est une maison d'hôte, quoi. Oui, son appartement était devenu une maison d'hôte parce que, comme il venait de la campagne, il ne pouvait pas retourner, etc. Donc, il les logeait chez eux. Et c'est le cas de Araki, du coup. Voilà, en espérant qu'il puisse exploser et réussir à devenir et là, c'est aux environs de quelles années? C'est vraiment début 80? Oui, c'est vraiment début 80, parce que la grande époque du Jump, le vrai démarrage, l'explosion, c'est 1986. En 1986, c'est l'année parfaite. Donc c'est l'année de Jojo aussi. Oui, mais ça n'a rien à voir. Oui. Ça n'a rien à voir. Parce que c'est juste Dragon Ball, c'est 80. C'était aussi 84. Voilà, mais c'était en 86 aussi. En fait, il y avait Ken qui était dedans. En fait, pendant l'année 86, c'est l'année du Jump. C'est là où il y avait toutes les séries cartonnaient à l'intérieur, parce que tout le travail qu'ils avaient fait en amont, ouais. En fait, c'est en 1986 que tout a démarré et que voilà. D'ailleurs, pour exemple, à l'époque où le Club Dorothée a commencé,
toutes les premières séries qui étaient dans le Club Dorothée. C'est issu de 1986. Voilà. C'est tous les dérivés de 86. Et puis c'est quasiment tout issu du Jump qui plus Aussi, est, hein. oui, Donc, voilà. voilà. Parce que ça se vendait à l'époque à des... C'était incroyable. Bien sûr, bien sûr. Et j'aimerais un petit peu revenir justement sur cette époque, 86, qui est la date de parution de Jojo. On vient de parler de plein de choses, un âge d'or, on va dire, enfin pas âge d'or, mais le vrai démarrage du Jump, avec des séries shonen très classiques, on va dire. Hein. On a donc Dragon Ball, on a Les Chevaliers du Zodiac, Chevalier du Olivier Zodiac, Tom, voilà. Captain Tsubasa, Olivier Tom, etc. Et là, on a Jojo. Jojo qui n'a rien à voir, Ouais. qui n'a rien à voir avec tous les autres. Ouais, tout à fait. Mais c'est un processus graduel de ses précédentes œuvres. Donc on a le vrai premier succès, c'est Bao. Bao, c'est avec ça qu'il va vraiment gagner de l'argent et qu'il va pouvoir visiter l'Europe pour la première fois. Et c'est lorsqu'il visite l'Europe qu'il a des déclics, en visitant Rome notamment. Là, on va peut-être rentrer dans les influences directement, mais... Alors, les influences, c'est pas tout de suite, mais, mais allons-y, allons-y. De toute façon, on a déjà entamé une bonne partie de l'émission, donc allons-y. C'est-à-dire que Parce que là, je pense qu'il y en a pour 4 heures d'influence. Allons-y. En fait, c'est grâce à ces influences qu'il a pu aller jusqu'à Jojo. Parce que, bon, il faut recontextualiser, on est à l'époque où l'exotisme, ça veut encore dire quelque chose dans les années 80. Donc, aller en Italie, pour un Japonais, c'est encore quelque chose. Il n'y avait pas Internet, il y avait... Bien sûr. Bon, l'avion, c'était pas aussi démocratique qu'aujourd'hui. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va à la Galerie Borghese, à Rome, et il tombe sur les sculptures du Bernin. Le Bernin, c'est un sculpteur baroque de l'Italie. Et le truc, c'est qu'il tombe devant Apollon et Daphné. Apollon et Daphné, c'est une sculpture qui met en scène deux personnages en fin de course. Daphné qui est en train de se changer en lierre au bord d'un précipice. Et Araki se dit, je veux faire ça en manga. Personne ne fait ça au Japon. Personne ne déhanche ces personnages comme ça. Personne ne les tord. Et ça va être la base des poses Jojo, en fait. On en parlera après des Jojo Pose, quelque chose qui est devenu... On en parlera après, bien sûr. Mais il n'y a pas que ça. Il y a le fait aussi qu'il se rend en Angleterre. Et c'est l'Angleterre qui va être le point de théâtre, départ, ouais. le théâtre de Jojo au départ. Puis il faut savoir aussi que son tanto, donc Monsieur Kabashima, c'est quelqu'un qui a étudié l'archéologie occidentale. C'est assez rare. Dans la deuxième partie de Jojo, on va l'avoir aussi. Hein. Exactement. Donc toutes ces circonstances-là font que Jojo est né à l'époque où il devait naître. En fait, c'est une œuvre des années 80. C'est une œuvre où il y avait... c'est une époque où il y avait plein de nouveautés, quoi. J'en profite pour rebondir là-dessus. On est en plein dans les influences. Il faudrait une émission entière. Mais c'est très, très important de dire que voilà, on est en plein dans les années 80. Il y a une explosion culturelle, notamment du cinéma et de la musique, qui vont culturistes. Ouais, justement. et c'est vrai, qui vont donner une influence énorme, mais énorme à Araki. Et tout simplement, par exemple, les films, ce qu'on appelle les actionneurs maintenant, les films Carrément. de l'époque, Sylvester Stallone, Schwarzenegger, c'est des influences énormes pour... Voilà. Et on retrouve tout ça dans Battle Tendency. Mais déjà avant Même dans Battle Tendency, c'est le summum. On trouve les vampires, les nazis d'Indiana Jones. Il y a tout. Alors, et en fait, il faut expliquer peut-être aux gens qui ne connaissent pas Jojo, on l'a dit, c'est que chaque partie de Jojo, c'est une époque différente. Mais ça représente plus qu'une époque différente, ça représente un genre cinématographique différent à chaque fois. On pourrait le définir comme ça parce que, on va dire, la première partie, on peut définir ça historique vampire, horreur un petit peu. La deuxième, c'est complètement Indiana Jones. Oui. On est d'accord. Oui. Et après, ainsi de suite. Et on a carrément même du thriller, de l'enquête, qui est en fait un hommage à Columbo. Parce que Araki était un fan de Columbo. C'est entre autres ça, c'est hommage à Misery de Stephen King. Misery, et plein complètement. d'autres choses, C'est un très gros lecteur, en fait. C'est vrai que... Il y a plein de choses, comme tu dis, si on commence à lister en fait toutes les influences, on n'a pas terminé. Mais c'est vrai que c'est intéressant de rapprocher chaque partie de Jojo à un genre cinématographique. Ce dont on se rend compte, c'est qu'il commence par le genre qu'il apprécie le plus, qui est le genre horrifique. Tu le disais, Federico, il a été en Italie, ensuite en Angleterre. L'Italie et l'Angleterre, c'est vraiment les pays très saillants en termes d'horreur dans les années 60, 70. Oui, surtout l'Italie, ça a été un grand... Lui, il l'avoue, il n'arrêtait pas de passer au vidéoclub, louer des films d'horreur. Son tanto le vannait d'ailleurs par rapport à ça. Donc il commence effectivement à rendre hommage au genre qu'il aime. Et puis ensuite, il va explorer les autres genres qu'il adore. C'est un grand fan d'Agatha Christie aussi. Puis vers la fin, il va tout simplement tout mélanger en vérité. C'est-à-dire Exactement. que son truc, c'est la politique du mixeur, quoi. C'est-à-dire qu'il faut toutes ses influences dans un shaker, il secoue et puis il propose. Parce que là, on n'a parlé que du cinéma, mais l'autre
grosse influence avec l'art, et la mode, c'est la musique. Ah bah ouais, ouais. C'est la musique. C'est-à-dire que la musique, on retrouve des personnages qui ont des noms de musiciens. Surtout à partir de la saison 3, c'est là où vraiment tous les personnages, Ah oui, on a Paul l'impression Naref, Red Hot Chili Peppers, etc. Voilà, et puis on a des carrément- Vanilla Ice. on a Prince, on a Vanilla Ice, on a Prince, on a David Bowie. Parfois, c'est du copier-coller physiquement. Ah, bien sûr. Il y a quelque chose de très très fort. Donc on a le cinéma, la musique qui sont omniprésents, mais on a également la mode. La mode, c'est hyper important. La mode, c'est En fait, c'est même peut-être central c'est dans l'œuvre d'Araki. peut-être aussi fondateur que la sculpture, c'est-à-dire que c'est la mode italienne dont on parle. Jojo est presque plus italien que japonais dans l'esprit. Complètement ça. Je rebondis là-dessus. Il faut savoir pourquoi c'est révolutionnaire, Jojo aussi. C'est que justement, il prend à l'époque des héros qui ne sont pas japonais. Et ça, ça casse tout dans le monde du shonen. C'est-à-dire que, ça se passe pas au Japon. 2, on prend des héros qui ne sont pas japonais. Donc voilà, complètement, c'est plus italien que japonais dans plein de L'horreur choses. italienne, la mode italienne, la sculpture italienne, il y a tellement de trucs italiens, finalement, Et Jojo. Des noms italiens, Dio Brando. l'antagoniste Une des italien. saisons se passe en Italie, Bien sûr. d'ailleurs. Et même le mec qui écrit un livre sur Jojo a un nom de famille italien. Donc je pense que la boucle, elle est bouclée, Voilà. là, en fait. Et Araki est un grand supporter de la Juve. Non, c'est pas vrai, mais c'est pour me faire plaisir que je dis ça. Voilà. Et donc, on a le cinéma, la mode. Il faut qu'on s'attarde un petit peu là-dessus. C'est-à-dire que une des grandes passions de Araki, c'est la mode. Et il prend carrément des magazines et reproduit ce qu'il voit dans les magazines, mais trait pour trait. C'est-à-dire qu'on a un mannequin qui va poser de cette manière. On va avoir le personnage dans Jojo qui va poser de la même manière. Ça, c'est fou. Mais il a d'ailleurs fait pour une grande marque de... Tout à fait. Voilà, il a même fait un Une marque de numéro... luxe italienne. Voilà, il a même fait un numéro spécial, tout en couleur, où il reprend des sacs de la marque. Le nom commence etc. par G, se termine par I. Et voilà. C'est Moto Guzzi. Voilà. Tout le monde a reconnu. Voilà. Et ça, je dirais que je pense que pour lui, ça doit être le summum d'avoir pu réaliser un rêve comme ça. Même si tout ça est lié, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, la mode, elle est centrale dans ses influences, mais vu qu'il copiait aussi les tenues de scène, parfois de Prince, ou même on parlait de Vanilla Ice, mais les espèces de pantalons bouffants, personnages, par exemple, de Wesley Snipes dans New Jack City, ces espèces de fringues, effectivement, très 80s, c'est typiquement le genre de silhouette qu'il aimait travailler. Donc, finalement, la mode, les costumes au cinéma, enfin, en tout cas, tout ce qui est de l'ordre de la texture et du vêtement, c'est quelque chose qui a infusé, effectivement, toute son œuvre du début jusqu'à la fin. Et puis, c'est quelque chose qui saute aux yeux quand on regarde Bien Jojo sûr. Bizarre Adventure. C'est Surtout aux yeux des gens qui ne connaissent pas. complètement. C'est peut-être alors, c'est très paradoxal ce que je vais dire, mais c'est peut-être le truc qui va attirer le plus l'œil, mais qui va aussi rebuter le Ouais, plus les complètement. gens. Alors, excuse-moi, il faut savoir un truc, c'est que c'est la mode féminine qui inspire Jojo. Et donc, On a des personnages très androgynes, en fait. ouais, mais dans Jojo. ce sont des hommes, en fait, on les voit là, mais en fait, les campagnes dont s'inspire Araki pour dessiner à la fois les poses et les vêtements, ce sont des campagnes principalement féminines. Donc c'est ça qui crée aussi ce côté atypique chez Jojo, c'est que ce sont des hommes qui se tiennent à la manière de femmes de l'époque, donc de la mode de l'époque, et qui portent des vêtements féminins de l'époque, beaucoup. Ouais, et on le rappelle, hein, on est 86, c'est quand même très précurseur et c'est très, comment dirais-je, courageux de sa part de partir sur déjà des héros qui ne sont pas japonais, une localisation qui n'est pas japonaise, des personnages qui sont très atypiques pour l'époque. Il y a un vrai... Enfin, qu'est-ce que veut faire passer comme message Araki Dans le Jump, ça détonnait en tout cas. C'est-à-dire Ben oui. qu'effectivement, C'est au milieu de Dragon Ball, de Captain Tsubasa, de... on imagine, c'est-à-dire que c'est vrai qu'aujourd'hui, enfin, il y a toujours une sorte de point de vue un peu biaisé sur le public. C'est-à-dire que en France, grosso modo, ce sont plus de jeunes adultes qui lisent du shonen. Bon, il y a aussi des adolescents, mais ce que je veux dire, c'est que faut s'imaginer un gamin de 12 ans qui lit JoJo's, quoi, en fait, qui découvre JoJo's, en fait. Mais est-ce qu'il y a, il y a un Pourtant, acte le manga lui militant est destiné à derrière l'origine. Le manga lui est destiné, c'est ça qui est dingue. Oui, C'est-à-dire un que- acte militant mais de la part par moment, d'Araki je ou me pas pose quand même la question sur plein de choses à l'intérieur de Jojo par rapport à l'âge des lecteurs aussi. C'est ça, puis en Oui, fonction du sensibiliser. pays, c'est vrai que on a du mal à penser, par exemple, qu'une œuvre comme Ken le Survivant était destinée aux jeunes ados, et pourtant c'était le cas. Alors après, il y a eu une sorte de poche de créativité et de permissivité en fait dans le Jump qui, je n'irai pas jusqu'à dire qu'aujourd'hui elle n'existe plus, mais très sincèrement aujourd'hui, un manga comme JoJo's ne pourrait pas exister dans le Jump. C'est pas pour rien qu'il est dans Ultra Jump, qui est quand même un magazine plus arty.
plus pointu. Donc c'est vraiment une œuvre de son temps et qui aujourd'hui ne pourrait pas exister, ou en tout cas pas sous cette forme aussi extrême et aussi dense, foisonnante et culturellement riche qu'elle ne l'était à ses débuts, quoi. Et puis Après- pas avec autant d'emprunts culturels, je pense, parce qu'aujourd'hui, Internet lui tomberait dessus partout pour plagiat. Oui, ou- c'est ça. Mais il y a eu un problème à un moment donné avec un volume de Jojo où justement ils avaient pris des textes qu'ils n'auraient pas dû prendre et ils ont été obligés de retirer le. Ah oui, quel genre de texte? Je ne le préciserai pas, mais. Ah oui, d'accord, oui, je vois ce que Oui, oui. voilà. Et Et donc, partagez, ils ont, partagez, les amis, voilà. pour le Et public. donc, ils ont pris ces textes, ils n'auraient pas dû, donc ça a été retiré de la vente. Voilà. Mais pour préciser, bon, c'est absolument pas du plagiat. Hein. Ce qu'il fait, c'est juste du collage, comme tu le disais tout à l'heure, du mix. C'est un patchwork. c'est Pour un moi, patchwork. un patchwork de ce qu'il aime. Vraiment des années 80. Et voilà. Et c'est aussi, il faut rendre à Kabashima son tanto. Ce qui est à Kabashima, c'est que sans lui, vraiment, Jojo n'aurait pas existé. Vraiment. Oui, c'est l'accoucheur, quoi. Ouais, parce que Cool Shock BT, qui est là, que tu as montré tout à l'heure, il a fallu presque 2 ans pour convaincre le comité éditorial du Jump pour sortir ça. Donc voilà, c'est. Sans ça, c'est le point de départ pour. Enfin, sans ça, il n'y a pas de Jojo. Oui, vraiment. Et sans lui. ce gars-là, il n'y aurait rien eu, vraiment. Il fallait un gars qui exploite ce talent-là parce que même l'époque, avec un peu plus de permissivité comme ça, avec des poches créatives, même pour l'époque, c'était bizarre. Et puis, on a parlé d'influence, etc. Mais il y a aussi, c'est notre dernière minute sur cette première partie, mais on a aussi, après, tout l'effet inverse. C'est-à-dire que maintenant, il y a le cinéma qui s'inspire de Jojo, il y a la publicité qui s'inspire de Jojo, il y a la musique qui s'inspire de Jojo. C'est devenu... Marque de luxe qui viennent chercher Araki, justement. Exactement. Ça, est-ce que c'est pas la première fois où, justement, une marque de luxe qui apparaît dans un manga de manière détournée vient chercher un mangaka pour travailler C'est avec une lui? bonne question. Franchement, fois, historiquement, c'est peut-être la première fois qu'il y a on va dire, une collaboration aussi poussée qui... Oui, parce qu'il y a eu des jeans Ashton Ojo, des trucs comme Ouais. ça. Oui, mais Oui, attention, oui, c'était et pas, puis, on était sur des marques qui étaient des marques japonaises. Mais pas Ouais. de luxe. Oui. Pas de luxe, ouais, bien c'est-à-dire sûr, que ouais. effectivement, mais ça après, Ça a été refait après avec, il y a, pas pour des œuvres, mais des mangaka qui ont travaillé. Ça, avec après, beaucoup c'est- de- Ouais, l'auteur de Osoda, par Vagabond exemple, aussi. ça, bien, enfin, tout à je fait. pense que tu es bien placé pour le savoir. Il y a une porosité entre la mode et la culture pop. Au bout d'un moment, la culture pop, on va dire, la première chose qu'elle percutait, c'était le streetwear. Et là, aujourd'hui, le streetwear et le luxe sont en train de fricoter malheureusement ou dangereusement. Et parmi ces échos, ces ricochets, il y a effectivement Araki qui travaille pour une marque de luxe. Mais après, c'est comme quand Supreme va chercher Otomo ou va chercher Toshio Maeda, l'auteur de Otsuki Doji. Enfin, Ah oui. c'est quand même assez fou. Donc aujourd'hui, on va dire qu'il y a une sorte de... Le boomerang revient. Et puis surtout, je pense qu'il y a des personnes qui décident aujourd'hui, qui ont les rênes, Qui sont d'une autre génération. Exactement, qui sont d'une autre génération, qui ont peut-être lu et qui se disent... Et qui ont aimé. Et qui ont aimé. Et en fait, tiens, ce mec-là, en fait, c'est plus qu'un auteur de manga, c'est un grand artiste. Et si on lui donnait une tribune artistique... Et là, on va essayer de déterminer d'abord pourquoi ça a marché au Japon, parce qu'on l'a vu dans la première partie, c'était pas du tout dans les codes de l'époque. Alors pourquoi ça n'a pas marché, surtout au Japon au départ Ah, Parce qu'au départ, c'est un gros bide, hein, il faut le savoir, la première partie de Jojo. Mais il faut plusieurs chapitres. c'est à partir de la troisième partie où ça commence à monter. Ça, c'est vraiment le décollage vers des stratosphères. Mais la première partie, en gros, ça ne convainc pas du tout les lecteurs. Déjà, ça ne convainc pas le comité éditorial du Jump. C'est pour ça que je parlais du Tanto tout à l'heure. C'est vraiment grâce à lui. Le que- tonton, on rappelle, c'est la personne qui est derrière le dessinateur et qui l'aide un Le petit peu coach, chez l'éditeur. c'est voilà, le producteur. C'est quasiment un Oui, prod, en c'est fait. ça, un petit peu, C'est ça. hein, c'est ça. Voire co-scénariste, parfois. Ouais. hein. Oui. Et il se trouve que, au départ, le héros, il en prend plein la gueule pendant plusieurs chapitres, parce que l'auteur, il voulait dessiner Dio, l'antagoniste. Et c'est lui qui met en valeur avant tout, c'est lui qui est éclatant, c'est lui qui en impose. Et le héros, il est mou, quoi. Et puis il se passe même, on va pas spoiler, mais il se passe des choses. Encore une fois, Araki va casser complètement les codes. Je veux pas spoiler pour ceux qui connaissent pas l'œuvre, parce que vraiment ça vaut le coup de regarder. C'est qu'avec le héros et l'antagoniste, il va se passer des choses complètement folles qu'on n'a jamais vues à ce stade dans du shonen. Et d'ailleurs, je rebondis sur le fait que l'antagoniste, c'était un petit peu... c'est presque à chaque fois l'antagoniste qui rend Araki le plus fier en fait de son œuvre. Donc excuse-moi, hein, j'ai fait ce petit aparté. Mais pourquoi ça marche? Pour les personnages, en fait. Les personnages vont fidéliser le lectorat petit à petit. Les personnages qui changent au fil des parties de Jojo. Effectivement, ce sont à chaque fois le petit-fils du petit-fils, et puis après la famille connexe. Enfin voilà, c'est toujours une grande dynastie, comme tu l'as dit. Et voilà, c'est les personnages, c'est les nouveautés qu'apporte Araki, parce qu'il fait des trucs que vraiment personne n'avait fait avant lui. Qui vont être remarqués, qui vont être appréciés par les lecteurs.
Et effectivement, comme tu l'as dit, c'est la troisième partie qui va vraiment élever, avec le concept de stand, la série. Voilà. On peut peut-être Oui, parler. c'est ce qui révolutionne tout. Et puis, Alors, on va peut-être concept aussi. expliquer ce qu'est les stands. C'est-à-dire que dans les deux premières parties, les combats sont avant tout physiques, hein, c'est-à-dire qui est le plus fort physiquement. Et voilà, tu parlais tout à l'heure du culturisme qui a explosé dans les années 80. On voit des héros très musclés dans Jojo et qui se battent. Et puis là, dans la troisième partie de Jojo, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Je vous laisse raconter, Pascal ou Fausto, comme vous voulez. Pascal, t'étais hyper chaud. L'apparition de ce qu'on appelle des stands. C'est ce que je disais précédemment, c'est-à-dire Araki, c'est un homme de concept. Son obsession, et c'est ce que tu disais Frédérico, ce sont les personnages. Il a très vite compris en fait que pour que sa série fonctionne, il faut que les lecteurs en fait s'accrochent à un personnage. Donc ça, c'est la première étape. Vu que c'est vraiment une œuvre millefeuille en fait, hein, sans mauvais jeu de mots, c'est-à-dire qu'il y a des couches, des couches et des couches. Et les stands, c'est vraiment le concept qui va hisser JoJo's vers des hauteurs artistiques et aussi qui va asseoir sa popularité. Les stands, c'est effectivement une manière de dévoyer un petit peu l'idée d'affrontement physique avec un argument fantastique. Et l'argument fantastique, c'est comment pousser l'affrontement encore plus loin. C'est ça. Donc le stand, en fait, c'est une sorte de projection astrale en fait. C'est un corps astral. Oui, voilà. Voilà, c'est un pouvoir donné au corps astral. Voilà, c'est comme si Pascal, en fait, là, voulait t'affronter et puis il commençait à s'énerver un petit peu. Il y aurait un autre Pascal qui sortirait de son corps, il y aurait voilà, et puis il sortirait. Avec un pouvoir particulier. Un pouvoir qui change en fonction des personnes. Ah oui, ça peut être un homme bateau, ça peut être le pouvoir un homme transformer le temps aussi. Exactement. Voilà, exactement, c'est assez varié. Avec un pouvoir qui est différent. Plus le corps astral est proche, ou s'il est éloigné, puisque forcément le corps physique est à côté. Ça paraît tellement complexe quand on en parle, alors que quand on regarde, c'est très perché, ça dit, mais ça l'est aussi. Ça l'est aussi, mais on comprend quand même beaucoup mieux. Disons qu'il y a des passages particuliers. Il faut un petit temps, en fait. Je pense que c'est pour appréhender. Voilà. C'est-à-dire que cette idée-là, elle était quand même à double tranchant. C'est-à-dire que même si elle a été balancée par Araki à un moment où la série était installée, on va dire. C'était quand même une idée un petit peu risquée. C'est-à-dire qu'il faut que le lecteur adhère. Ses propres codes à lui. Bien sûr. C'est ça la folie. Et d'ailleurs, au départ, je reviens au comité éditorial du Jump, il pitch pas l'idée en fait. Araki pitch l'idée en gros. J'espère qu'il ne l'a pas pitché comme nous. Non, mais ils comprennent pas en fait les gens. Quoi, il y a un personnage qui va sortir et qui va frapper. Comment tu vas dessiner ça. Et d'ailleurs, à la base, s'il a fait ça, c'est parce que son tanto, on revient toujours à lui. Hein, son tanto, on avait un petit peu marre que Araki utilise tout le temps ce qu'il y avait avant, c'est-à-dire l'onde. À la base, c'était des combats plus classiques, mais avec l'onde. Et puis, ça faisait 2 saisons de Jojo quand même, où il faisait tout le temps ça. Donc, il fallait renouveler un truc. Et puis, le stand, c'est une manière de créer 1 milliard de personnages. Ça crée une porte d'entrée vers énormément de choses. Et c'est ça qui convainc le comité éditorial. C'est que, voilà, vous aurez vos personnages, quoi. Vous allez pouvoir... Et puis, il faut préciser qu'il y a aussi l'histoire qui joue beaucoup dans Stardust Crusader, la 3e saison. C'est une sorte de Senseiya-like avec la mère qui est malade. C'est vrai, oui. Elle a quelques heures à vivre et eux doivent combattre, arriver jusqu'à Dio, puisque c'est le retour du Dio, personnage du mythique. Et donc, c'est un groupe, c'est exactement la même chose, hein. C'est un groupe qui va justement voyager, affronter différents ennemis pour essayer de sauver la mère dans un temps limité. C'est un grand classique, mais ça joue aussi... C'est un petit peu différent, c'est-à-dire que, alors à l'époque, on était vraiment beaucoup dans le schéma des tournois de baston, dans Muscleman, dans Dragon Ball, dans tout. Et Araki, on lui dit, pour grimper en popularité, il faudrait que tu fasses ça aussi. Sauf qu'il n'a pas envie, et il trouve une solution annexe, qui est un circuit un petit peu à la manière du jeu de loi, ce qu'on appelle au Japon les sugoroku. C'est des trucs dessinés à l'époque des estampes et tout ça. Et ça lui permet de ne pas grimper, de ne pas créer une inflation de force des personnages contre toujours quelqu'un de plus fort, plus fort. C'est pas linéaire comme ça pouvait l'être dans un tournoi. C'est linéaire. Quand je dis pas linéaire, c'est-à-dire que c'est moins facile, en tout cas, de comprendre qui va aller... Ouais, c'est ça, c'est qu'il peut mettre un adversaire beaucoup plus faible à la suite d'un plus fort, et puis créer des situations de plus en plus étranges, grâce notamment à ses influences venues de l'horreur, etc. C'est un joueur Araki, en fait. On a toujours... Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un peu le manga dont on est le héros, en fait, mais JoJo's, il y a quand même cette idée de proposition d'œuvre hyper ludique, en fait. Et déjà, c'est quelqu'un qui adore la magie.
Donc il y a toujours aussi cette idée de dissimuler des choses, un personnage en dissimule un autre qui en dissimule un autre. Et au niveau des scénarios, il y a toujours cette idée aussi. T'as des joueurs aussi, mais joueurs, que ce soit le tarot, Bien sûr. on a parlé le poker, complètement. Tout était là dès le départ. Hein. Complètement. les jeux de hasard. Tout à fait. Alors voilà. ça va de l'imagerie, effectivement, avec toute l'imagerie européenne qu'on retrouve sur les cartes de tarot, etc. Ça va aussi jusque dans les concepts. Donc je sais pas, j'aimerais pas être dans son crâne parce que ça doit être un truc assez furieux. C'est le bordel. Voilà, mais en tout cas, il y a vraiment tout ça, et surtout cet aspect ludique. C'est-à-dire que lire JoJo, c'est vraiment lire autre chose qu'un shonen. Au-delà du fait que le manga brise les codes, on a l'impression un peu de participer à l'histoire, en vérité, d'être un peu dans la même quête que les personnages. Ouais, Alors, c'est ça. il y a aussi le personnage d'Iggy, Oui. qui montre que justement le stand ne peut pas s'arrêter uniquement aux êtres humains. Iggy, c'est un petit chien qui est hyper puissant et qui lui-même participe au combat. En fait, je me dis, c'est tellement dingue. Quelqu'un qui connaît pas Jojo, qui nous écoute, il doit. Faut pas avoir peur. En fait, faut prévenir. Ne faut pas avoir peur. en fait. Exactement. Non, mais c'est important de le dire. C'est-à-dire que il faut pas s'arrêter au chara design, les personnages qui peuvent être exubérants, qui peuvent être complètement différents et qui peuvent. Je le dis encore, je comprends qu'il y ait des gens qui s'arrêtent juste à l'imagerie et qui se sentent un peu perdus. Ou même aux histoires qui changent, etc. En fait, c'est toute cette étrangeté qui fait de Jojo une œuvre unique et qui fait son succès, en fait. C'est ça. Et le truc fou de Jojo, c'est dans ses caractéristiques uniques, ça en fait une œuvre à part entière. C'est pour ça d'ailleurs, quand j'ai repris la série en 2006, alors donc avant c'était En publié, manga. voilà en manga. Ouais. Alors au départ c'était Je publié, remonte. voilà, Au départ c'était publié chez J'ai lu. Maintenant, c'est Au chez tout Tonkam. début. Voilà, Delco. Voilà, au départ donc c'était publié chez J'ai lu. Et donc, J'ai lu, à un moment donné, a décidé d'arrêter le... En quelle année? C'était en... Ils ont décidé d'arrêter en 2006. En 2006. Voilà. Alors, ce que tu m'expliquais, c'est que ça avait plutôt pas mal marché au début, tout et début. après, ça s'effondre. Mais c'est aussi parce qu'au tout début, c'était la grande époque où il y avait City Hunter, il y avait plein de choses en même temps. Donc, effectivement, J'ai lu, c'était extraordinaire. Et puis, ils arrivent à un moment donné où le renouvellement se fait moins bien, donc pas mal de séries marchent moins. Et donc, à un moment donné, ils ont décidé qu'ils arrêtaient. Ouais. Et En ils plein avaient cours. Hein. Voilà. Ce qui a rendu fou les gens. Voilà. Et moi, le premier. Alors, ils ont quand même arrêté la partie à la fin de la partie 4. Hein. Oui, C'était pas en plein- exactement. Non, ouais, mais ils je veux ont dire, arrêté. après, il n'y a Voilà. plus rien, quoi. Ouais. Et donc, au moment où ils ont arrêté, l'éditeur japonais était très embêté parce que 2006-86, C'était l'anniversaire. c'était l'anniversaire et vis-à-vis de l'auteur, c'était pas top. Donc, ils essayaient de trouver quelqu'un qui accepte de le reprendre. Forcément, comme la série se vendait plus beaucoup, c'était compliqué. Moi, comme j'aimais bien, donc j'étais partant, mais je me suis dit, comme je leur fais plaisir, je vais en profiter. Et à cette époque, j'en ai profité pour piller un peu. J'ai lu, j'ai pris Dragon Quest, j'ai pris Kimagure, Max et compagnie, etc. Et Jojo. Et donc, quand j'ai commencé à publier Jojo, donc, je savais où j'allais, puisque forcément, j'avais les ventes des derniers volumes. Donc, j'avais essayé de faire en sorte de prendre le moindre risque possible. Mais je ne pensais pas que c'était à ce point. En fait, au tout départ, ça ne se vendait pas du tout. Même quand tu l'as repris. Ah, non, surtout quand je l'ai repris. Parce que on change d'éditeur, on change de forme. D'époque aussi. Hein. D'époque aussi. Et c'était un peu désuet en France par rapport à ce qui commençait Alors, à je t'arrête. sortir. Pourquoi, justement, ça ne marche pas en France? Parce que C'est- là, on a les... Alors là, tu déjà, dis- on prend en cours d'une série. On a quitté deux séries qui étaient extraordinaires, qui sont Stardust Crusader et Battle Tendency. À l'époque, on n'est que en manga. Pas Battle Tendency. Diamond is Unbreakable. Voilà. Et là, on rentre dans une série qui est un peu plus étrange, qui est Golden Wind. Et donc, c'était difficile d'attirer un nouveau public. Donc, c'est surtout pour le public qui lisait déjà que je continuais. Donc, j'ai essayé aussi en même temps d'appeler cette communauté et essayer de sauver ce titre, parce que je ne voulais pas que ça s'arrête. Et Internet a beaucoup aidé. Internet a beaucoup aidé, la communauté a été très très forte autour, il y a même des gens qui achetaient 2 exemplaires Pour soutenir. Régulièrement, je communiquais les ventes du titre pour leur expliquer où on en était, etc. Ça a été très très long, le cheminement a été très très long. Et puis, à un moment donné, il y a eu un petit frémissement qui s'est fait, où ça commençait à partir un petit peu. Donc, j'ai décidé d'en profiter pour proposer les premiers volumes. Donc, je me suis dit, au
comme Jojo, ça peut se lire indépendamment. Alors déjà, j'avais aussi demandé à Shueisha la possibilité de pouvoir séparer en saisons de façon à pouvoir proposer de manière complètement indépendante. Voilà, de pouvoir pour que lire. les gens ne se sentent pas obligés de devoir acheter les 50 000 premiers volumes, etc. Et à Donc, quel ils ont moment, accepté. donc, à quel moment où il y a le déclic? En fait, c'est quand justement, on a publié en même temps qu'on continuait, on était, il me semble, sur Stone Ocean. À ce moment-là, j'ai commencé à publier à nouveau, en fait, les premiers avec Stardust Crusader. Donc en faisant la série en cours et en reprenant le début, c'est là où ça commence Voilà, à comme ça partir. On faisait est en un quelle chaque année, là? mois. Oula, je me rappelle plus. Parce que pour moi, le véritable déclic de Jojo qui va populariser au plus grand nombre, c'est la sortie de l'animé qui fait, en tout cas, connaître. C'était déjà en fait dans une envolée. À cette époque, quand l'animé est arrivé, l'animé, ça a été un peu la cerise sur le gâteau, mais c'était déjà dans une envolée. C'est-à-dire que Steel Ball Run, au moment de Steel Ball Run, c'est celle qu'on vend le plus. Steel Ball Run, ça monte de plus en plus. Puis quand après Steel Ball Run, on arrive à Jojo Lion, là, Qui est la série en cours, hein. Voilà, qui est la série en cours. La série est établie. C'est ce que je disais tout à l'heure là, c'est que ce qu'on vend en une semaine de Jojo Lion, la première semaine de vente de Jojo Lion, c'est équivalent à tout ce que j'avais vendu à l'époque de Golden Wind. Waouh! Ah oui, effectivement. Voilà. Mais alors, Donc c'est une vraie évolution. donc là, on a un public maintenant installé, enfin un public installé en France. Après, c'est pas le public de Dragon Ball encore, mais c'est un public qui est quand même important, C'est un public qui adore cette série. qui Comme je est le dis, très, très c'est- fidèle d'ailleurs. Voilà, c'est un public de fidèles. On va dire que les gens qui aiment Jojo, c'est des gens qui adorent Jojo En fait, et à qui sont partir du prêts à moment où on soutenir. rentre dans Jojo, c'est très difficile d'en sortir. Mais je parlais de On l'animé. dirait que tu parles de drogue. Par moment, c'était un peu ça, hein, parce que par moment... On a du il mal à y suffisait- arriver, et quand on tombe dedans, c'est fini. Voilà, il suffisait qu'une personne lance un truc, par exemple, la polémique la plus énorme qu'on a eue dessus, ça a pollué notre Facebook, Twitter, tout, c'était quand on a fait les premiers, donc on avait changé un petit détail dans le design, le dos. Ah On oui. l'avait mis en blanc au lieu d'être en violet comme les autres volumes. Et pendant un moment, Ouais. Mais ça, on après, faisait c'est une annonce d'un shoujo. On parlait de Jojo dedans. Ça, c'est les fans hardcore. Ouais. Mais alors, pourquoi je parlais de l'animé? C'est parce que c'est très rare qu'on ait une série déjà aussi populaire, aussi longue, qui n'ait pas eu d'animé durant toutes ces années, enfin un vrai animé, parce qu'il y a eu des OAV, quoi, c'est ça. Il y a eu des films. Il y a eu des films. Il y a même eu un film live, non Oui, Tout à fait, mais parmi ça c'est les- plus récent. Ouais. Ça c'est plus récent. Ça c'est Ouais. plus récent le film Et, live. Mais le film qui était justement sur la première série, j'avais été à l'avant-première au Japon. Et donc, ça avait été. Personne ne l'avait vu. Il y avait l'auteur qui était là, etc. Et c'était assez spécial parce qu'on avait l'impression que les gens dans la salle, qui étaient que des gens de la boîte, hein, Mais n'avaient découvrez pas- Jojo, quoi. C'est ça? Ben, en fait, c'était pas super bien passé à l'époque. Ce qui est dommage, moi j'avais trouvé ça plutôt bien, le film. Mais du coup, aujourd'hui, ce film, on le trouve quasiment pas. Non, il a été complètement banni. Et, Voilà, alors qu'il n'était pas si mauvais que ça. T'es la première personne qui me dit ça. Moi, je l'ai pas vu personnellement, mais j'ai eu vraiment. À l'époque, moi, j'étais content d'avoir un film Jojo. Moi, je trouvais ça génial. Mais alors, Parce on- que, à part les OEV qu'ils avaient fait à l'époque avec Stardust Crusader, il n'y avait pas grand-chose. Et personnellement, j'ai jamais compris pourquoi une série aussi longue, avec autant d'arcs, n'avait n'a pas eu. de vrai... Fausto, t'as une réponse à ça? Pourquoi il n'y a pas eu de série animée avant celle qu'on connaît actuellement, qui est encore en cours? Je pense que le paradoxe Jojo, c'est que si c'est une série ou des concepts très séduisants, c'est aussi un titre qui est intimidant, aussi bien pour certains lecteurs, c'était ce que tu disais précédemment, c'est-à-dire que quand on voit effectivement le foisonnement d'arcs, d'intrigues, de sous-intrigues, enfin ça fait vraiment très peur. Et je pense qu'il y a aussi des concepts d'Araki qui sont peut-être très très stimulants artistiquement parlant pour un animateur ou pour un réalisateur, mais qui sont un peu compliqués à retranscrire. Donc, puis par ailleurs, il ne faut pas oublier que, comme tu le disais Frédérico, la série a mis du temps avant de trouver son public, elle l'a gagné ensuite, mais c'est pas parce qu'on a un best-seller en manga qu'on aura forcément un hit aussi en animation après. Mais généralement, c'est ce qu'on pense. C'est ce qu'on pense, et c'est d'ailleurs c'est une politique globale qu'ont les Voilà. éditeurs. Et enfin, il y a vraiment cette idée de machine qui se met en route à partir du moment où le
succès se fait en papier. On va dire c'est la logique, on va dire, un manga qui marche, qui cartonne, on l'adapte en animé. Et l'animé qu'on connaît aujourd'hui, il est sorti quand en 2012. 2012. Et là, c'est un succès, l'animé. Je tiens à parler de l'animé parce que pour moi, il est très important, en fait. Encore une fois, pour moi, il popularise, et comme beaucoup d'animés, il popularise le manga. Il y a des gens qui vont découvrir d'abord l'animé et ensuite le manga. Et pour moi, les deux sont complémentaires. Il y a vraiment une nouvelle génération de fans, hein, des gens beaucoup plus jeunes qui découvrent Jojo maintenant, donc ça crée quelque chose d'assez intergénérationnel. Après, il ne faut pas oublier que ce n'est pas le manga de 86, c'est un truc qui a son propre ton et qui, ce qui passait au premier degré à l'époque ne passe plus au premier degré aujourd'hui. Donc tu as presque un regard autoréflexif sur l'œuvre. Un peu méta, quoi. Un peu méta, Ouais, où complètement. tu sens qu'il y a des trucs qui sont là pour créer des mèmes quasiment, où voilà, ils exagèrent les trucs qui étaient bizarres à l'époque, alors que c'était presque une naïveté de l'auteur ou quelque chose de, voilà, qu'il avait jeté comme ça. Aujourd'hui, on a un regard qui est vraiment très différent. Mais il y a des, on va dire, des passages dans l'animé qui subliment ceux du manga parfois. Il est vraiment, je le trouve d'excellente qualité et c'est une excellente porte d'entrée. Encore une fois, pour moi, les deux, le manga et l'animé. L'animé est disponible d'ailleurs sur ADN. Notamment, et gratuitement, je le précise. Et il y a, je sais pas, quelque chose qui fait que on peut lire le manga et en même temps kiffer l'animé et se dire « Ah ouais, ils ont fait ça dans l'animé ». Et il y a... Franchement, dans la qualité d'animation, d'ailleurs c'est Studio David, je crois, David Productions, ouais. David Productions, qui est derrière. Il y a une vraie qualité d'animation, il y a un vrai... Ils ont réussi pour moi à faire l'animé qu'on aurait aimé avoir. Il y a un style différent à chaque saison. Oui. Ça, c'est intéressant. Mais c'est ce qui est bien avec Jojo, c'est qu'on peut rentrer... En général, moi, quand je conseille à des Jojo à des gens, je leur conseille pas forcément de commencer au numéro 1. Non, parce que c'est peut-être le début est vraiment un peu ennuyeux quand même. On va se dire, Voilà. on se dit, quand on connaît pas Jojo, on se dit, attends, deux lords anglais qui vont se taper parce que Puis c'est des genres différents. La boxe. En général, par exemple, quelqu'un qui aime bien plus le côté enquête policière, justement, je vais lui conseiller Unbreakable parce que ça se passe dans une dans une ville. C'est très fermé, ça rend claustro, c'est un peu spécial. Et chaque saison est totalement différente et effectivement en fonction des goûts, je pense aussi c'est ce qui fait le génie de ce manga. On a un petit peu spoilé la partie que je voulais aborder là, le côté atypique de Jojo Bizarre Adventure, mais je pense que tout ce qu'on raconte depuis tout à l'heure, c'est... Si vous n'avez pas compris que c'était bizarre... Oui, c'est bizarre, mais bizarre pas dans le sens embêtant, c'est vraiment dans le sens... Original. Voilà, original. En fait, pour moi, Araki, c'est un génie parce qu'avoir mis dès le début dans son titre bizarre et aventure, c'est les deux mots qui caractérisent peut-être le mieux ce qu'est Jojo Bizarre Adventure. C'est-à-dire que c'est un what the fuck permanent, en fait. Pour moi, la plus grande bizarrerie de Jojo, c'est le personnage de Rohan. Ah, pour toi, c'est ça la plus... Mais parce que Rohan, c'est quasiment lui-même. C'est une sorte d'avatar en même temps. On peut c'est très expliquer bizarre. qui est le personnage. Tu peux expliquer pour les gens sans trop, Vas-y, Alors, je te sens que tu as envie. Rohan Kushibe, c'est un mangaka dans la partie 4 de Jojo. C'est la personne que Araki voudrait être. C'est pas Araki, c'est ce qu'il voudrait être. Et c'est un mec complètement chelou qui est un peu reclus dans sa maison, dans la ville de Moriocho, donc qui est Sendai, une version imaginaire de la ville d'Araki. Et c'est un gars qui veut juste récupérer de la documentation pour faire le meilleur manga possible. Et pour ce faire, il capture des gens chez lui et puis il utilise son stand qui s'appelle Heaven's Door et qui permet de feuilleter les gens, en fait, de consulter leurs romans, quoi, et de... C'est génial visuellement. C'est incroyable. C'est fou. Et même dans l'idée, en fait, dans l'idée, ça veut dire tellement de choses. Alors voilà, tu parlais tout à l'heure d'œuvres millefeuilles, c'est complètement ça. C'est-à-dire qu'on peut regarder l'œuvre comme pas mal d'œuvres, comme One Piece par exemple, pour quelque chose de très grand public, et y lire des sous-chapitres à chaque fois. Et même sur la psychologie et sur la philosophie, je trouve que Jojo, il y a énormément de questionnements philosophiques dans Jojo. Notamment sur, on le voit sur la destinée. Voilà, sur la destinée d'une dynastie. Est-ce que... on est destiné à devenir cette personne ou est-ce qu'on devient cette personne par... est-ce qu'on peut tordre le destin pour être autre chose? Il y a vraiment, enfin, il y a tout ce qu'on veut trouver dans Jojo, on peut le trouver. C'est-à-dire que c'est vraiment une œuvre pour tout le monde dans le sens où, même si quelqu'un n'aime pas forcément l'animation ou le manga, il peut s'y retrouver là-dedans s'il arrive à franchir ce cap de se dire « ouais, mais c'est chelou ». Parce qu'il y a aussi un truc, c'est qu'on a eu... toute une frange de personnes qui se sont dit de base
non, je regarde pas Jojo parce que ou je lis pas Jojo, c'est trop chelou. Et on a eu aussi des personnes qui ont dit carrément c'est un manga gay. Voilà, ils pensaient qu'il y avait une volonté d'Araki de donner quelque chose de crypto-gay peut-être à son œuvre. Chose, je crois qu'il s'en défend en plus, qui dit qu'il a... C'est pas qu'il s'en défend, c'est juste que c'est pas une volonté. Voilà, Alors, enfin, ça n'a pas été sa volonté, c'est ça. Pas qu'il s'en défend, il n'y a pas de mal du tout à ça. Hein. Il y a effectivement des traces de culture gay dans Jojo, c'est clair. Hein, parce comme que... dans les années 80, 90. Ouais, Comme il y a dans Quête de survivants, c'est une question d'esthétique en fait. Oui, mais même il suffit de prendre le héros de Jojo Lion. Son costume, c'est très Jean-Paul Gaultier, quoi. Oui, mais c'est encore une fois, pour moi, c'est l'inspiration de la mode des années 80. Oui, c'est ça. C'est pour ça que... et honnêtement, voilà, on va se dire les choses. Moi, je trouve plutôt bien, justement, que certains y voient cette référence à cette culture gay, parce que c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir, du moins en Occident, en tout cas, dans des œuvres telles que celle-ci. Après, même au Japon, hein, ceci dit, dans un shonen ouvert à tous. Je suis d'accord, mais au Japon, en fait, le côté androgyne est peut-être plus fréquent que dans des œuvres... mais on peut regarder dans One Piece, il y a quand même... on a des travestis, tu vois ce que je veux dire. Oui, mais c'est dans One Piece, limite, on se moque. Je suis pas d'accord, parce qu'il y a carrément, quand même, il y a une île qui est dédiée aux travestis, tu vois. Qui, on se moque. Après, c'est le principe de One Piece aussi, hein, le mélange de plein de choses. Voilà, le but, c'est aussi de faire rire. Mais alors que dans Jojo, c'est plus de l'influence. Donc, c'est parce que lui, il trouvait ça fun. Il y a une recherche esthétique, en fait. Voilà, il est influencé par la juste, scène. Enfin, influencé, c'est un grand mot, excuse-moi, Frédérico, mais il y a cette espèce de fascination pour tout ce qui est imagerie un peu gay cuir, tout ça, mais comme Hara Tetsuo avait avec Quête de survivants, le côté culturiste. Donc, effectivement, on met ça dans un mixeur et on a une imagerie qui peut sembler crypto-gay. Mais je pense que c'est avant tout déjà son plaisir de dessiner ce type de personnage-là. Il y a franchement rien de l'ordre de la revendication ou quoi. En revanche, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que finalement, on peut voir dans Jojo ce qu'on a envie d'y voir. On peut vraiment y mettre tout ce qu'on a envie d'y trouver. Et en cela, c'est un manga hyper généreux. C'est-à-dire que le manga nous donne ce qu'on vient y chercher, plus évidemment, mais on peut, selon ses propres obsessions, on va y déceler des choses qu'un autre lecteur ne verra pas, en fait. Et chose quand même assez folle, c'est que carrément, Araki, on parlait tout à l'heure d'influence, de reconnaissance, etc., notamment avec ses collaborations avec une marque de luxe qu'il affectionne et qu'il a mis même dans Jojo. Mais Araki va être même consacré au Louvre, il va faire une exposition. Justement, le fameux personnage de Rohan dont je parlais, c'est pour ça que je disais que c'était la grande bizarrerie, qui maintenant est totalement sorti de Jojo, vit ses propres aventures qui n'ont rien à voir avec Jojo d'ailleurs, mais on en est déjà à 3 tomes. Mais il va y avoir d'autres puisqu'il y a déjà une histoire en plus pour faire quasiment un 4e. Et c'est assez étonnant, ça a commencé justement avec Rohan au Louvre. Et puis, ce personnage évolue. Alors, ça avec plein de petites histoires. Pour être plus exact, ça n'a pas commencé, ça a commencé dans les années 90, avec des premières histoires déjà de Rohan. Et puis après, ça s'est baladé dans plusieurs magazines, que ce soit le Shonen Jump ou des magazines même pour femmes, comme le Besatsu Margaret, magazine Shoujo. Et puis... juste pour revenir sur le côté gay, je pense que plutôt que le côté gay, c'est la représentativité des gens. Il y a des gens de toutes les nationalités, il y a des gens de tous les sexes. Je le disais, il y a des hommes qui se tiennent comme des femmes, il y a des femmes qui se tiennent comme des hommes. Il y a vraiment tout le monde peut se retrouver là-dedans. Oui, il a cassé tous les codes et les barrières. Encore une fois, je le répète, je n'ai cessé de le répéter, mais là aussi, Araki a cassé toutes les barrières, même du genre, en fait. Du genre, de l'ancien et le nouveau, puisqu'ils se tiennent comme des statues, mais aussi comme des gravures de mode. Ils sont habillés comme à l'époque, mais aussi comme maintenant. Voilà, il y a ce gros mix de l'être humain, en fait, dans Jojo, qui fait que, comme tu le disais, on peut vraiment y trouver ce qu'on veut, et je trouve ça formidable. Écoutez, je pense que... Vas-y, une dernière phrase. Juste Pascal. pour finir avec Rohan, en fait, quand je disais au Louvre, c'est le premier, c'est parce qu'il y a eu plein de petites histoires qui ont été faites, mais le Rohan au Louvre, c'est le premier qu'ils ont vraiment sorti comme un livre. D'ailleurs, ça a été fait chez un autre éditeur que chez moi, parce qu'à l'époque, ils voulaient que ça soit un truc un peu exceptionnel quand c'est sorti, donc ils ont proposé à un éditeur qui était plus un éditeur de BD qu'un éditeur de manga pour essayer de l'élargir. Trop snob, hein. Ça arrive parfois. Et après, toutes ces petites histoires ont été réunies dans des volumes reliés que, du coup, j'ai pu sortir. Donc, on en a déjà sorti 2.
Et il y a d'autres petites histoires parce que c'est un truc qu'il fait régulièrement quand il a un Très peu bien. de Mais ce temps, sera intéressant voilà. à suivre, Ouais. ces petites histoires. Messieurs, merci. Moi, j'ai envie de vous quitter en musique avec un morceau de Joe Desi que peut-être que vous connaissez sûrement, puisque ça a été repris carrément dans l'animé. Donc, je vous laisse écouter. On va se quitter là-dessus. Et là aussi, c'est les influences qui tournent en rond avec Araki. Every time I close my eyes.